Salut et bienvenue pour le Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif, un numéro un peu spécial ce soir où il n'y aura pas de piochage, puisque dans la précédente vidéo, j'ai pioché le coffret du diptyque Jurassic Park et le monde perdu, et que j'ai déjà traité de la première partie, c'est-à-dire Jurassic Park, dans la vidéo précédente. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser au deuxième épisode de la saga, c'est-à-dire Jurassic Park, le monde perdu. Alors, bien entendu, il n'y a pas que 2 films dans cette saga, puisqu'il y en a déjà 3 en ce qui concerne les Jurassic Park, plus 3 autres en ce qui concerne les Jurassic World. Et je les ai tous, à part le dernier Jurassic World, que personnellement j'ai trouvé complètement naze, donc j'ai même pas eu envie de l'acheter. Par contre, j'ai les 5 autres. Mais il se trouve que le 1 et le 2, je les avais dans un coffret qui réunit les deux, donc il était obligatoire que je traite les 2 films. Donc, pour rappel, puisqu'on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, à chaque fois que je piocherai un coffret contenant plusieurs films, il faudra donc que je traite chacun des films. Et donc, je ferai une vidéo par film. Sauf dans quelques cas extrêmes, comme le DVD de double impact que j'ai, qui, sur la deuxième phase du CD, a un autre film qui est Bloodsport 2, film que j'ai même jamais regardé. Et donc, dans ce genre de cas-là, je traiterai que de double impact. Parce que, clairement, j'ai acheté ce DVD pour double impact, et pas pour Bloodsport 2. Sinon, j'aurais acheté Bloodsport 1, tant qu'à faire. Mais dans la plupart des autres cas, il faudra que je traite chacun des films. Et c'est donc le cas avec Jurassic Park 2, dont on va parler maintenant. Alors, Jurassic Park, le monde perdu. Suite du premier, bien évidemment, voilà une précision qui valait le coup d'être donnée. Film de 1997, d'une durée de 2 heures, à quelques minutes près, toujours réalisé par Steven Spielberg, et toujours adapté d'un roman de Michael Crichton, qui, après le succès du premier film, s'est lancé tout de suite dans l'écriture d'un deuxième roman, donc Le Monde Perdu, que Steven Spielberg s'est empressé d'adapter, puisque je crois même que c'est à sa demande que Michael Crichton a écrit le deuxième roman, pour pouvoir justement envisager de tourner une suite, que voici. Puisque bien évidemment, quand on tient une potentielle franchise d'une telle puissance, on est forcément tenté de la faire fructifier. Ça paraît logique. Mais il ne s'agit pas là que de faire une suite pour faire une suite, puisque de toute façon ça paraît quand même assez compliqué de faire aussi bien que le premier, parce que le premier a été un tel succès et apporté tellement de nouvelles idées que ça va être compliqué de faire une suite à proprement parler. Donc il y a une recherche de nouvelles pistes pour essayer d'amener de nouveaux rebondissements, de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui peuvent rendre le film potentiellement aussi palpitant que le premier, mais dans une voie différente, on va dire. Et sachant que Steven Spielberg a toujours été un fan de King Kong et a toujours rêvé de faire un King Kong, clairement, le scénario est écrit dans ce sens-là, puisque en remplaçant King Kong par un T-Rex, on a à peu près le même scénario, à quelque chose près, quoi. Mais je vais y revenir. Mais comme toute bonne suite, Steven Spielberg se doit d'amener plus de choses, puisque le premier film fonctionnait quand même sur une sorte d'effet de surprise, que bien évidemment on ne va plus avoir ici, il faut donc compenser par de nouveaux éléments, ce qui comporte plus de décors, plus de dinosaures, plus de gore, plus de personnages, plus de péripéties et surtout plus d'humour. Au niveau du casting, on va retrouver une partie du casting original, puisqu'on va avoir Richard Attenborough qui reprend son rôle de John Hammond, même si on le voit beaucoup moins que dans le premier épisode, puisque là on le voit un petit peu au début et puis on le revoit à la fin, mais entre les deux, il est quasiment absent de tout le métrage. Et puis surtout Jeff Goldblum qui reprend ici son rôle de Ian Malcolm et qui devient donc le personnage principal de cet épisode, puisque le professeur Grant et le rôle de Laura Dern ne sont plus présents. On les reverra dans Jurassic Park 3, mais en ce qui concerne cet épisode, ils sont pas là. Et donc, à côté de Jeff Goldblum, on va avoir de nouveaux visages, à commencer par Julianne Moore qui va jouer le rôle de Sarah Harding, qui est donc la petite amie de Ian Malcolm, et accessoirement une spécialiste des animaux sauvages. Alors, Julianne Moore, c'est une actrice qu'on connaît quand même assez bien, puisqu'on l'a vue dans pas mal de films, et des gros films, comme notamment The Big Lebowski, où elle est géniale dedans. D'ailleurs, tout le film est génial. On a aussi pu la voir dans Assassin avec Stallone et Antonio Banderas. Et puis, on a aussi pu la voir dans la suite du Silence des Agneaux, c'est-à-dire Hannibal. Je crois que c'est dans Hannibal, où elle reprend plus ou moins le rôle que tenait Jodie Foster. Donc voilà pour Julianne Moore. Et puis on va aussi avoir Vince Vaughn qui va jouer ici une espèce de mercenaire un peu Greenpeace quelque part et qui va les accompagner pendant tout le long du film et qui correspond un petit peu à Monsieur Je sauve la situation, c'est-à-dire que c'est un petit peu celui qui a été envoyé pour faire les muscles s'il y en avait besoin. Et Vince Vaughn, on le connaît puisqu'il est souvent affilié à Owen Wilson. Ils ont souvent joué ensemble. On a pu le voir dans Dodgeball, on a pu le voir dans Starsky et Hutch, la version cinéma avec Ben Stiller et donc Owen Wilson. Et donc Vince Vaughn, c'est un acteur qu'on connaît aussi assez bien pour son registre de la comédie.
Au niveau de la musique, on va bien entendu retrouver John Williams, puisque qui dit Steven Spielberg dit John Williams, comme on en a parlé dans la précédente vidéo. Et donc, il va ici nous écrire un nouveau thème, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus aventureux, quelque part, qui correspond un petit peu plus à de l'aventure, comparé au premier thème, c'est-à-dire celui du premier film, qui était un petit peu plus mélodramatique, quelque part. Hein. Il avait un côté un peu dramatique dans le thème du premier film, un peu mélancolique et tout ça. Là, on en est loin, on est vraiment sur un thème presque militaire, quelque chose où on comprend bien que là, on est dans une aventure, vraiment 100% aventure, avec des flingues et tout le machin, quoi. Là, déjà, c'est un petit peu plus lourd comme thème. Certains diront que c'est moins réussi que les thèmes du premier, même si on réentend par moments des thèmes qui proviennent du premier film. Essentiellement, on va avoir ce nouveau thème qui revient assez souvent dans le film, il est vrai. Au niveau des effets spéciaux, je ne vais pas trop épiloguer dessus puisque j'en ai déjà pas mal parlé dans la première vidéo concernant le premier film, mais on va retrouver la même équipe de caïds, c'est-à-dire les meilleurs, à savoir Stan Winston, Phil Tippett, Dennis Muren, qui reviennent et qui font encore plus fort que sur le premier film, puisque là, on va carrément démultiplier le nombre de dinosaures, donc le nombre d'effets spéciaux, tout est plus, forcément. Et je reviens une nouvelle fois dessus, parce que c'est surtout l'humour qui est plus, dans la mesure où à chaque fois que Ian Malcolm va ouvrir la bouche, c'est pour sortir une punchline ou une vanne. En tout cas, un truc qui est censé nous faire marrer. Et c'est sur ce point-là que beaucoup de gens ont été déçus, puisqu'ils se sont un peu sentis trahis, dans la mesure où le personnage de Ian Malcolm donne un peu l'impression de prendre son rôle par-dessus la jambe, quoi. Hein, de décrédibiliser un petit peu tout ça. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Je trouve même qu'il y a des punchlines qui sont devenues totalement cultes. Je me suis bien marré. Et effectivement, ça change de l'ambiance du premier film, où il y avait quand même quelques petits traits d'humour, mais on était très loin du festival que nous fait Jeff Goldblum dans celui-là. Et franchement, moi, ça m'a fait passer un bon moment. Alors, je suis peut-être pas très regardant, et puis surtout, j'aime beaucoup cette saga, donc peut-être que je suis pas très objectif, mais honnêtement, bon, voilà. Oui, il y a beaucoup d'humour, oui, Ian Malcolm, il lâche beaucoup de punchlines, mais bon, je trouve pas que ce soit plus gênant que ça. Il y a quand même quelques petits gags qui sont pas forcément les bienvenus, qui font un peu parodie, forcément. Hein, je pense notamment à ce gag où ils sont en train de se casser la gueule d'une falaise avec leur camion caravane, et que l'autre leur demande si ça va, si tout va bien, s'ils ont besoin de quelque chose, et ils vont tous répondre oui, on voudrait un double cheeseburger avec bacon, sans oignon, avec un menu frites, etc. Enfin bon, machin, voilà. Forcément, ce genre de gag-là, c'est peut-être pas les mieux venus. Hein. Ça peut surprendre de la part de Spielberg d'ailleurs, mais finalement, quand on sait qu'il a fait 1941, qui était un film extrêmement parodique, non, on retombe un petit peu sur nos pieds. Hein. Spielberg, il a quand même aussi ce décalage, dans certains cas. Il est capable de faire de l'humour un petit peu comme ça, et il le prouve là, dans Jurassic Park 2. On va donc passer à l'histoire du film, qui commence par une scène qui va nous présenter une famille de gens qu'on va qualifier de riches, puisqu'ils se sont rendus avec leur yacht privé, leurs serviteurs et tout ça, sur une plage d'une île de l'archipel de Hawaï, sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que sur cette île, il y a des dinosaures. Et ils vont l'apprendre à leurs dépens, puisqu'à un moment donné, leur petite fille va vouloir partir un petit peu explorer l'île, ou en tout cas les alentours, pas très loin, mais bon, elle va commencer à aller un petit peu plus loin dans l'île, et elle va tomber sur des petits dinosaures, déjà du moins sur un petit dinosaure, qu'elle va trouver mignon et avec lequel elle va vouloir rentrer en interaction. Elle va donc vouloir lui donner un morceau de son sandwich et tout ça, sauf que ça va faire venir tout un tas d'autres petits dinosaures, qui au bout d'un moment vont être tellement nombreux qu'ils vont commencer à l'agresser. Et donc forcément, les parents, ameutés par les cris de la gamine, vont aller voir ce qui se passe, et cette scène va se finir sur un gros plan de la mer qui va pousser un hurlement. Donc là, on commence à être un peu inquiet pour la gamine, forcément. Et là, on va déjà avoir un premier trait d'humour qui va nous donner le ton du film, puisque Steven Spielberg va oser faire une transition du visage de la femme en train de hurler sur le visage de Ian Malcolm en train de bâiller dans une station de métro en attendant sa rame. La rame va arriver, Jeff Goldblum va rentrer dedans, et là, on va commencer à constater que c'est un personnage qui est célèbre, puisqu'il a écrit un bouquin racontant un petit peu ce qui s'est passé dans le premier film, sauf que, apparemment, il n'est pas célèbre dans le bon sens, puisque personne n'a voulu croire ce qu'il a raconté. Et là, il va tomber sur un gars qui, lui, va lui expliquer qu'il le croit, même si on se doute qu'il ne le croit pas, mais comme il a la célébrité juste à côté de lui, bon, il le caresse dans le sens du poil en lui disant « moi, je vous ai cru ». Mais il se fout un petit peu de sa tronche quand même. Donc voilà un petit peu la réputation que se traîne Ian Malcolm dans ce film. Ian Malcolm se rend donc chez John Hammond, qui l'a convoqué pour lui parler d'une nouvelle idée. Et une fois chez John Hammond, il va retrouver Lex et Tim, donc les deux gamins du premier film, qui ont un petit peu grandi, et qui sont juste là pour faire le pont entre le 1 et le 2, puisque à la fin de cette scène, on les reverra plus de tout le film. Donc ils sont juste là, passés faire un petit coucou, on va dire.
histoire de bien montrer qu'ils font quand même partie de la saga, et qu'ils sont toujours vivants. Voilà. Il va aussi tomber sur un nouveau personnage, qui n'est autre que le neveu de John Hammond, qui va lui faire comprendre qu'il a repris le flambeau de son oncle, et que c'est maintenant lui qui est à la tête de InGen, et qu'il a des nouveaux projets. Ce qui ne va pas enchanter grandement Jeff Goldblum. Et puis, il va finir par aller voir John Hammond, qui est alité. Donc, on comprend que John Hammond, il se fait vieux et qu'il est malade. Il ne sort plus de son lit. C'est sûrement pour ça que c'est son neveu qui reprend les rênes de l'entreprise familiale. Et qui va lui parler d'un nouveau projet qu'il a en tête, qui consiste à envoyer une expédition sur l'île où il y a les dinosaures, histoire de les étudier. C'est-à-dire de les filmer, un petit peu comme un documentaire animalier, histoire de faire comprendre au monde entier que maintenant il y a une île où il y a des dinosaures, et qu'il faut leur foutre la paix, puisqu'ils ont développé leur propre écosystème, et que donc il faut les laisser vivre, et il ne faut pas aller sur cette île, ça sert à rien, d'autant que la famille de riches, du début, ils ont failli perdre leur fille. Alors là, on en profite pour apprendre que la gamine va bien, qu'elle a juste été un petit peu blessée, mais que tout va bien. Mais voilà, c'était l'occasion d'expliquer au monde entier que là, ben voilà, cette île-là, maintenant, il faut la considérer comme interdite, parce que ben, elle est remplie de dinosaures, et que les dinosaures ne sont pas nos amis. Nouvelle idée qui va laisser Ian Malcolm carrément sceptique, puisque lui, il considère que John Hammond a fait des erreurs en tant que capitaliste dans le premier épisode, et que là, il est en train d'en commettre de nouvelles en tant que naturaliste dans ce film-là. Donc le mec a carrément retourné sa veste, il est passé de l'idée de faire plein de pognon avec un parc d'attractions, à l'idée de sauvegarder ces animaux qu'il a lui-même engendrés, pour que les humains leur foutent la paix, tout simplement. Puisque, clairement, maintenant que ça va être mondialement connu qu'il y a des dinosaures, il y a des chances pour qu'il soit menacé. Alors, Ian Malcolm va naturellement refuser la proposition de John Hammond de faire partie de cette expédition, et il va même lui demander les dossiers des autres personnes à qui il a fait appel, pour les appeler un à un, pour leur expliquer de ne pas y aller. Sauf que quand il va se rendre compte qu'une de ces personnes, c'est sa propre petite amie, c'est-à-dire Sarah Harding, jouée par Julianne Moore, qui s'est déjà rendue là-bas en avance, il va changer d'avis, et il va accepter de partir avec l'expédition, simplement pour lui sauver la life, quoi. En gros. À côté de ça, on va découvrir que Ian Malcolm a une fille et qu'il devait passer quelques jours avec elle, sauf qu'il va devoir lui faire comprendre qu'il doit partir en expédition de toute urgence et qu'il ne va pas pouvoir l'emmener avec lui. Sauf que la gamine, elle va en faire un petit peu qu'à sa tête et elle va réussir à se planquer dans un des camions qui font partie de l'expédition et à se faire embarquer avec eux, à l'insu de son propre père. Donc voilà tout ce petit monde parti en direction de l'île d'Isla Nublar, qui n'est donc pas la même que dans le premier, puisque dans le premier film c'était Isla Sorna, et donc on va apprendre qu'il y a une deuxième île avec des dinosaures, puisque l'île du premier film c'était, on va dire, l'île façade, l'île vitrine, celle où il y a les dinosaures et le parc d'attractions et tout ça, et la deuxième île c'est celle où en fait ils font naître les dinosaures, ils les élèvent pendant quelques temps avant de les amener sur la deuxième île comme attraction. Voilà en gros le concept du truc, quoi. Ils vont donc arriver sur une île qu'ils ne connaissent pas, même Ian Malcolm, puisque lui, il a été sur la première île, celle où il y a le parc d'attractions, et ils vont devoir retrouver Sarah Harding. Par chance, ils vont la retrouver assez facilement, tout va bien pour elle, elle est là, en train de faire des photos d'une famille de stégosaures, et apparemment, jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème. Sauf que Ian Malcolm, il est sur le qui-vive, parce qu'à tout moment, il s'attend à ce que ça parte en cacahuète. Il est donc venu pour récupérer Sarah Harding, et refoutre le camp tout de suite. Ce qui n'est pas le but des autres personnages de l'expédition, bien évidemment. Il va donc devoir composer avec le reste de l'équipe, qui n'a pas l'air d'avoir conscience du danger qui les guette, Ian Malcolm étant le seul à avoir vraiment conscience de ce qui les attend, puisqu'il l'a déjà vécu, mais ça va le faire quand même passer pour un gros paranoïaque, en plus d'être un gros râleur. Mais rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à être envoyés sur cette île, puisqu'une flopée d'hélicoptères de chez InGen va débarquer sur l'île, avec tout un tas de matériel et de mecs et tout ça, pour aller traquer et capturer des dinosaures et les mettre en cage. Donc eux, ils vont commencer à se demander pourquoi est-ce que John Hammond envoie une équipe de gens faire une sorte de documentaire naturaliste sur les dinosaures, et que d'un autre côté, il envoie une autre équipe pour aller traquer et capturer ces mêmes dinosaures qu'ils cherchent à défendre de l'autre côté. Donc ça paraît quand même très bizarre. Et ils vont vite comprendre qu'en fait, il s'agit du neveu de John Hammond, qui lui a un petit peu la même démarche que son oncle dans le premier, c'est-à-dire faire du business. Et c'est là que le personnage de Vince Vaughn va dévoiler qu'en fait, il a été envoyé plus ou moins pour ce genre de cas, et qu'à partir de là, il va tout faire pour saboter le travail de l'autre équipe, les empêcher autant que possible de capturer des dinosaures, en sabotant leur matériel, en libérant les dinosaures qu'ils ont déjà enfermés dans les cages, et tout ça, quoi. Donc,
il va y avoir une espèce de première petite guéguerre entre humains, quelque part. Mais très vite, tout ça va être supplanté par les dinosaures qui vont tout de suite reprendre leurs droits et qui vont se retourner contre les humains. Alors eux, ils vont pas faire dans la dentelle, ils vont pas faire de différence. Des humains, c'est des humains, et ils vont défoncer tous ceux qui passent sur leur passage, hein, qu'ils soient d'une équipe ou de l'autre. Ça change rien pour eux. Et donc, à partir de là, c'est buffet à volonté pour les dinosaures, quoi. Vince Vaughn et Julianne Moore vont réussir à sauver la peau d'un bébé T-Rex qui avait été capturé par, on va dire, le leader de l'autre clan, hein, un espèce de mercenaire braconnier, chasseur d'animaux sauvages, tout ça, passionné par ça, et qui s'est mis en tête de chasser le plus grand prédateur de tous les temps, à savoir le T-Rex. Et pour ça, il avait kidnappé un bébé T-Rex, qu'il avait attaché, ligoté et tout ça, histoire de faire venir la mère ou le père, en tout cas un des parents, pour le traquer, le tuer et avoir sa petite gloire personnelle d'avoir chassé un T-Rex une fois dans sa vie. Et donc là, Vince Vaughn et Julianne Moore vont enrayer ce plan-là en détachant le bébé T-Rex, qui est en plus blessé. Ils vont le ramener à leur caravane pour le soigner, et c'est là que ça va commencer à mal se passer pour eux, puisque les cris du bébé T-Rex vont finir par attirer les deux parents du petit, qui vont arriver jusqu'à la caravane. Eux, ils vont essayer de leur rendre le petit, pensant que ça va apaiser les choses, mais carrément pas. Les deux T-Rex vont s'en prendre à leur caravane, vont essayer de les foutre dans le vide. Donc, c'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure, la scène où ils sont en train de tomber d'une falaise et qui vont demander des hamburgers et tout ça. Et ils vont s'en sortir miraculeusement quand même, grâce à l'aide de leur quatrième comparse, qui lui va y laisser sa peau, mais va réussir à les treuiller, et ils vont réussir à ne pas tomber de la falaise. Par contre, le quatrième, lui, il se fait déchiqueter. Pas de souci, lui, c'est fini pour lui. Et c'est donc le clan adverse qui va finir par venir leur sauver la peau, puisque eux, ils sont toujours en train de pendouiller à leur câble le long de la falaise. Ils vont les remonter, et puis ils vont les faire prisonniers. Comme ça, au moins, ils peuvent mettre à bien leur projet. À bien ou à mal, d'ailleurs. Ça dépend des points de vue. Ayant réussi, malgré tous ces aléas, à ramener quelques dinosaures sur le continent, puisque le projet du neveu à John Hammond, c'est simplement de créer un parc d'attractions sur le continent, à San Diego précisément, et donc de ramener des dinosaures sauvages dans un parc d'attractions pour les mettre en captivité. Et il va donc réussir à ramener un T-Rex sur le continent. Et bien sûr, je vous laisse imaginer comment ça va se passer. Et j'ouvre une petite parenthèse pour parler du personnage de Peter Stormare, dont j'ai complètement oublié de vous parler tout à l'heure lorsque je traitais du casting, et qui va ici jouer le bras droit du braconnier, donc il fait partie des méchants, et qui va subir une fin ironique mais méritée, puisque après une scène où il va taquiner, vous savez, ces petits dinosaures dont je parlais au début du film et qui ont agressé la petite fille, il va les taquiner avec son bâton électrique, une sorte de taser, et donc un peu plus tard dans le film, à un moment donné où il va s'éloigner du groupe pour aller tout bêtement démouler, puisque même quand tu es dans la jungle, il y a quand même des moments où tu as besoin d'aller démouler. Il va donc se retrouver tout seul, un petit peu isolé du reste du groupe, et ces petits dinosaures en meute vont le retrouver, vont l'agresser et vont le bouffer. Et donc, c'est bien fait pour sa trogne. Et moi, je vais arrêter mon pitch ici, parce que je vous en ai quand même pas mal dit, peut-être même un peu trop, mais bon, comme je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce film, ça va pas beaucoup vous spoiler, hein. Et il reste encore quand même pas mal de choses derrière, pour tous ceux qui n'auraient pas vu le film et qui ont envie de tenter l'aventure. Ma note pour ce film, elle va clairement être plus basse que pour le premier, puisque là, on a quand même affaire à un film beaucoup moins révolutionnaire que le premier, et qui, en plus, a un scénario pas mal calqué sur King Kong. Donc, comme je vous disais, hein, puisque King Kong, c'est quasiment la même histoire, ils se rendent sur une île où ils découvrent un gorille géant qu'ils vont finir par capturer et ramener sur le continent pour l'exposer un petit peu au public, et puis ça va leur échapper. Donc, on est quasiment sur le même scénario, mais version dinosaure, quoi. Donc, rien de grandement original dans ce film, mais film quand même très efficace, dû à la réalisation de Spielberg, aux effets spéciaux qui sont encore une fois à la pointe, et puis à l'humour, même si certains n'ont pas du tout accroché. Moi je trouve que l'humour apporte quand même pas mal de choses. C'est vrai que par moments ça va un peu loin dans les vannes, mais la plupart du temps ça fait quand même pas mal sourire. Moi, il y en a quelques-unes, elles sont clairement restées cultes dans ma tête, notamment quand tu as Vince Vaughn qui appelle Sarah Harding, et que t'as Ian Malcolm qui se retourne vers lui pour lui dire combien de Sarah tu crois qu'il y a sur cette île, ou quelques gags comme ça qui sont quand même assez savoureux, et d'autres qui malheureusement font un petit peu trop lourd pour ce film-là, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon divertissement. Je pense pas qu'on s'ennuie en regardant ce film. On peut avoir un petit arrière-goût de quelque part de gâchis, justement par rapport à cet humour qui va dédramatiser pas mal de scènes. Mais bon, voilà, ça reste un très bon divertissement. Bon, après, moi, je suis pas forcément objectif, puisque même le 3, que tout le monde déteste, moi, je l'aime bien. Donc, vous voyez,
Je ne sais pas si je suis le bon juge pour vous parler de ce film-là. Mais bon, voilà, je vous conseille de le regarder et de vous faire votre propre idée. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Mais je pense que la plupart des commentaires, ça va être à base de « ouais, l'humour, il va trop loin, ils ont gâché le film ». Enfin bon, voilà, je m'attends un petit peu à ça. Mais bon, qui sait, on verra, je suis peut-être pas le seul à aimer ce film. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Jurassic Park, Le Monde Perdu, deuxième volet de la saga des Jurassic Park, et qui boucle donc notre diptyque en deux parties sur Jurassic Park 1 et 2. Je remercie tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. N'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous puisque ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à pousser aussi, donc à pousser la chaîne vers le haut. Et puis sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!